Bien, rebonjour à toutes et à tous. Je vais vous demander de regagner vos places dans la pénombre de cet auditorium. On en parlait ce matin, en hommage à Platon, tous les auditoriums ressemblent à des cavernes, vous l'aurez peut-être remarqué. Nous sommes dans la caverne depuis ce matin. Et pour cette session, et alors que la journée, que cette journée si riche et si dense s'approche de son terme, pour cette session, je vais vous demander d'accueillir Nadine Machikou et Mehdi Alioua, qui vont me rejoindre tout de suite. Bonjour et rebonjour à tous deux. Alors, ça n'est pas facile d'introduire cette session pour différentes raisons. La première, c'est sans doute que, en tout cas pour ma part, j'ai été d'une certaine façon sonné comme un boxeur ou comme une cloche par les mots de Felwinsar tout à l'heure, par la force de cette prise de parole. On sait reconnaître dans l'élan des paroles partagées les paroles qui interrompent et qui obligent. Et lorsque Felwinsar appelle à penser, je le cite, penser la démocratie dans le brasier de sa réalité, c'est une parole qui interrompt et qui oblige, qui marque un temps d'arrêt et qui dans le même temps engage exige de se voir prolonger. Ce qui, d'une certaine manière, n'est pas mal, c'est qu'on s'apprête à parler justement de ce qui brûle, et que le registre du brasier et le registre des émotions ne sont pas étrangers l'un à l'autre. C'est d'émotions qu'il devrait être question dans cette session. Les émotions de la démocratie substantive. Je vous avoue que lorsque j'ai découvert l'intitulé de cette session, je n'en menais pas large. Vous non plus, ça me rassure. Fort heureusement, nous avons sur le plateau deux experts et deux observateurs et observatrices des terrains où les émotions se déploient. Je ne vous ai pas présenté, j'y remédie à l'instant. Nadine, politiste, vice-rectrice de l'université de Yaoundé, et Mehdi, sociologue, doyen de l'Institut d'études politiques de l'Université internationale de Rabat. Et avoir une politiste et un sociologue sur le plateau, c'est finalement saisir les émotions à l'endroit où elles émergent, c'est-à-dire dans le tissu même du social. Peut-être pour introduire à cette session, pour essayer d'en comprendre l'objet, moi je la comprends comme suit. Souleymane Bachirian disait ce matin que la démocratie est un régime sans transcendance. Ça veut dire tout simplement que les institutions ne planent pas au-dessus du corps social comme une sorte de fantôme. Mais ça veut dire aussi que les individus, leur citoyenneté, leur raison politique ne planent pas, ne flottent pas au-dessus de leur complexion, de leur constitution au sens physiologique du terme, au-dessus des émotions qui les animent. Et que donc penser la démocratie, c'est nécessairement aussi penser les émotions. Ça ne va pas de soi, car c'est longtemps au nom des émotions que la démocratie a été condamnée, au nom des émotions qu'elle a été suspecte. Au fond, le peuple, c'est cette grosse bête émotive, tantôt paniquée, tantôt furieuse, qu'il faut dompter. C'est ainsi que beaucoup l'ont vu. Et on retrouve un peu cette idée dans bien des métaphores d'aujourd'hui. La rue, par exemple. Ce n'est pas la rue qui gouverne. La rue arabe. Toute cette métaphore-là qui va chercher, comme s'il y avait un espace du peuple qui était celui de l'émotion, et puis un espace de la raison, qui est plutôt l'espace des palais, ou l'espace où se font les décisions. Donc ça ne va pas de soi, et puis ça ne va pas de soi non plus parce que, on y reviendra sans doute, l'un des problèmes de la démocratie, c'est parfois qu'elle peine à susciter l'émotion. Parfois, elle peine à être aussi entraînante, aussi enthousiasmante qu'un beau généralissime avec son tapis de médailles. Ça brille, ça entraîne. La question de savoir s'il y a des émotions
proprement démocratique est une question, est une difficulté. La démocratie a quelque chose d'un peu gris, d'un peu décevant, qui tranche avec les prestiges de la souveraineté autoritaire. Et c'est un piège dont il faut sans doute se méfier. D'où l'intérêt, sans doute, d'aller chercher les émotions là où elles se tiennent, là où elles se forment ou se déforment, c'est-à-dire au cœur, dans la substantialité du corps social, dans le vif de nos échanges les plus quotidiens, là où les émotions se fabriquent, là où aussi, et j'étais sensible à ce mot de Felwinsar tout à l'heure, elles dégringolent. Quelque chose dégringole, disait Felwinsar. Cela veut dire aussi que ce qui s'érode ou ce qui se fissure dans le politique commence peut-être là aussi, du côté de la vie émotionnelle, de la vie passionnelle des peuples et des sociétés. Ma question sera donc simple et ouverte. Elle vous permettra d'en faire absolument ce que vous en voulez, l'une et l'autre. Qu'est-ce qui, dans vos travaux, peut nous enseigner, peut nous apprendre quelque chose des émotions sociales, de la façon dont elles travaillent le corps démocratique, dont elles travaillent à le former et parfois à le déformer ou à le défaire? Je ne sais pas qui commence, on continue la règle qui prévaut depuis ce matin, 10-12 minutes pour commencer, ensuite on discute et ensuite on prendra un temps pour les questions, pour l'échange, pour la palabre. Nadine ? Merci pour ta généreuse introduction. Et la question qui est posée, j'aimerais y répondre d'abord par un point de méthode, et ensuite peut-être par une ou deux émotions, de voir comment dans ma réflexion je pense que réenchanter la démocratie, au fond, construit la démocratie substantive peut se faire par ce mécanisme-là. D'abord, le point de méthode, c'est d'envisager les émotions à partir d'une démarche archéologique. C'est-à-dire que pour la pensée comme telle, et vraiment au sens foucaldien, il s'agit de reconstituer les archives de ces masses discursives, de ce que ressentent les gens, ce qu'ils ressentent, soit parce que ce sont des choses qui sont suscitées, parce que ce sont des choses qui sont construites, parce que ce sont des choses qui sont canalisées, et d'une certaine manière, ce sont des choses qui sont agissantes. Donc cette archéologie des émotions, elle est fondamentale parce qu'elle peut s'envisager comme un outil critique, à la fois un outil pour penser notre présence au monde, mais aussi un mécanisme pour agir en fait sur le réel. Et moi j'ai été toujours bien sûr beaucoup inspiré par toute la question du lien qui pouvait être construit par le soin, et le soin lui-même constitué à travers la capacité à se mettre à la place de l'autre, à ressentir la souffrance, le mal-être de l'autre, et que d'une certaine manière, en fait, l'assèchement émotionnel, ou si vous voulez, l'assèchement compassionnel de nos sociétés est aussi une théorie qui explique la crise de la démocratie. Donc je pourrais en parler et voir les modalités aussi de cette crise de l'émotion qui se manifeste par une incapacité, une difficulté dans cette interaction de face à face, à ressentir la souffrance, à se mettre à la place de l'autre. Donc je voudrais vous parler surtout de deux émotions qui me semblent fondamentales ici, comme à la fois ces outils critiques qui permettent de résister, mais aussi de refonder nos démocraties. Je voudrais vous parler de la peur et de la honte. D'abord la peur parce que au fond, il s'agit fondamentalement d'une émotion qui est centrale dans le travail politique. Le travail des professionnels de la politique consiste à nous instiguer
des peurs qui sont différentes, la peur des millions d'étrangers, la peur des millions de migrants, la peur du chômage, la peur des pandémies, etc. Et au fond, la manière dont ce travail d'instigation, je dirais presque ce travail d'administration de la peur, qui est une administration essentiellement, en fait, je le regarde comme dispositif politique parce qu'il ne s'agit pas des peurs qui sont des peurs sans visage, des peurs par le même, mais c'est vraiment la peur qui est administrée. Et cette peur qui est administrée, qui est fondamentale, on sait que la peur est aussi d'une certaine manière le fondement de la construction de l'État. Si on est dans une approche libérale hobbesienne, la formation de l'État autour de cette formule contractuelle où nous renonçons à notre capacité à produire en fait de la violence au profit d'une figure qui nous est supérieure et qui est une figure monstrueuse à laquelle nous déléguons en fait notre capacité à produire de la violence et que au fond cette figure qui est fondatrice de l'État, elle va traverser fondamentalement le travail politique. Le travail politique en est animé et la question c'est précisément cette tension entre la peur qui est administrée et en même temps la réponse à cette peur qui est aussi l'expression d'une offre politique dont nous sommes porteurs. On sait à quel point justement la démocratie va être la réponse la plus juste à notre capacité à domestiquer la peur. De ce point de vue-là. On sait aussi à quel point un régime qui n'est pas démocratique, une dictature précisément, c'est le volume, l'intensité de la peur et la manière dont cette intensité va devenir au fond finalement matricielle et va d'une certaine manière expurger et repousser toute autre question de la question de l'autre, la question et puis de toutes les figures que peut revêtir l'autre. Et je pense que de ce point de vue que la question de la résistance à l'émotion qui est centrale aujourd'hui dans la vie de nos démocraties ou de nos régimes, de nos systèmes politiques, comment résiste-t-on à cette peur qui nous est administrée avec des opérateurs, des agents, avec des mains, des grandes mains, des petites mains qui produisent la peur et qui l'administrent. C'est aussi très concrètement la façon dont nous résistons à cette administration et je pense fondamentalement par l'éducation. Il y a un point qui a été dit ce matin et je pense que au fond la cité a besoin de répondre à ce dispositif de la peur qui nous est administrée par notre capacité critique à mettre à distance à la fois le bien que nous veulent ceux qui nous gouvernent et d'une manière générale toutes les peurs au fond qu'ils nous instiguent. Et je pense que c'est vraiment aussi dans cette domestication de cette émotion qui est possible par la connaissance, par le pouvoir du savoir, que nous pouvons y répondre. Je vais venir rapidement à la honte, et je dis une fois de plus, la honte à partir de précisément une figure littéraire qui m'a beaucoup parlé, qui est la figure de Sony Laboutancy, l'état honteux, et précisément la façon dont, au fond, nos systèmes politiques, nos sociétés sont organisés autour à la fois de la honte subie, la honte vécue, la honte portée, la honte bue, la honte dénoncée, la honte récusée, la honte transformée en un mécanisme au fond de reconnaissance, d'identification, la honte
disons aussi, au fond, la honte exposée, la honte des actes honteux, la honte de la vérité, qui doit être organisée, fondée comme dispositif de résistance, au fond. Et donc, cette honte, je l'envisage aussi de la même manière comme cette émotion critique, comme cet outil, ce mécanisme à partir à la fois duquel les victimes qui subissent la honte, et on peut regarder tous les sites à partir desquels dans nos sociétés, que ce soit la honte, les hontes de classe, les hontes de race, les hontes de sexe, toutes les formes de situations qui ont été constituées en fait en des conditions honteuses et que l'on a subies. Et parfois, la manière dont ces hontes ont pu, par résistance, être retournées à travers finalement des expressions de fierté. Je peux penser ici à toutes les modalités à partir desquelles les conditions honteuses ont dû être investies par les victimes elles-mêmes, parfois soutenues à travers des mobilisations, à travers des mécanismes sociaux finalement de dignification des victimes et d'une certaine manière d'exposition de la honte, de déconstruction des mécanismes de la honte et la manière dont, par ces mécanismes-là, les victimes sont dignifiées et d'une certaine manière, la honte finit par être retournée à la fois contre une société qui ne veut pas voir, qui ne veut pas voir la vérité de la honte ou la honte qu'il y a dans la vérité, et comment est-ce que parfois cette honte peut aussi être retournée contre les auteurs de la honte. On sait en l'occurrence comment des dispositifs je pensais ce matin à deux dispositifs. La question de la honte de la nudité comme un instrument de pouvoir dans les sociétés, dans certaines sociétés des Grassfield, où précisément lorsque les femmes, et en particulier les femmes d'un certain âge, sont confrontées à des situations d'oppression intolérable, la seule réponse face à l'oppression et à la honte du bourreau qui refuse d'assumer, qui refuse de reconnaître la réponse ultime consiste en fait en la nudité de ces femmes qui sortent dans la rue et qui enlèvent leurs vêtements, qui enlèvent et qui exposent en fait de façon métaphorique à travers leur corps qui est mis à nu dans la rue, et qui au fond expose en fait la nudité et la honte et la violence du bourreau contre lequel elles se tiennent à main nue, d'une certaine façon. Donc c'est vraiment cette articulation entre la façon dont dans une démocratie substantive il est essentiel que la honte en fait soit retournée, que la honte change de camp au fond, et comment, si on voit en tout le travail de mobilisation autour des fiertés, en réalité c'est tout un mécanisme au travers de la gestion de sa propre honte. Qu'est-ce qu'on en fait et comment est-ce qu'à un moment donné cette honte a besoin aussi d'être d'une part, elle a besoin d'être assumée, elle a besoin d'être mise sur la place publique. Évidemment, je le dis à l'échelle des résistances par le bas, mais imaginez ce que sont nos régimes politiques lorsque précisément la honte devient un dispositif de transparence publique, sous toutes les réserves qu'on peut imaginer, mais imaginez des situations où précisément la honte des bourreaux, la honte des comportements de dirigeants kleptomanes qui ont des milliards dans leur plafond, qui ont je pensais tout à l'heure à Congo Hold Up, ce formidable instrument qui a permis de révéler l'ampleur, la grossièreté de la prédation du régime Kabila, et à quel point le fait tout à coup d'être exposé, et la façon dont dans ce dispositif, cet outil critique de la honte qui devient un instrument de quête de la transparence publique, eh bien la honte devient un mécanisme de contrôle, un mécanisme de régulation du comportement. Et je voudrais bien qu'on se demande à quel point dans nos sociétés, qu'est-ce qui changerait si au fond, ce qui est caché
si ce qui est caché était révélé. Donc il s'agit là de ce travail de résistance à travers la honte que nous pouvons retourner contre celui qui nous fait honte, par exemple, qui, avec une gouvernance qui couvre de honte, une gouvernance de la pourriture, et qui est une pourriture souvent cachée. Et la manière dont résister, c'est aussi à travers le travail des lanceurs d'alerte, à travers le travail des journalistes, à travers le travail des activistes, c'est d'imposer en fait la honte de la situation en l'exposant, en la menant sur la place publique pour confronter l'horreur, confronter en fait l'absurde et la grossièreté de ces mécanismes de gestion des sociétés, de l'exposer en fait à la place publique et de réguler de ce point de vue les comportements. Je sais bien que naturellement il y a des risques, il y a des périls. Le péril aussi, c'est le péril de la nature des institutions. Que font les institutions lorsque cette honte est emmenée sur la place publique? Comment est-ce que on peut continuer malgré la honte bue? Parce qu'il s'agit aussi d'une compétence pour les bourreaux, la compétence de boire la honte, en fait, la compétence de résister à la honte de leur conduite et de tenir, en fait, devant l'horreur de ce qui a été révélé, de continuer. Et donc, c'est tous ces mécanismes à travers lesquels nous pouvons, à main nue, au fond, disons, faire face. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Même question. Même question. Bonsoir, enfin bonjour, assalamu alaikum. Merci beaucoup, cher Achille, cher Sarah, pour cette invitation et à tous ceux qui ont participé à cet événement. C'est toujours un immense plaisir de venir partager avec un public et aussi à côté de personnes qui réfléchissent. Ça nous fait toujours du bien. On a l'impression justement qu'on réfléchit moins ou qu'on se délie ou qu'il y a de moins en moins de liens. Il faut les retisser, que la démocratie recule. Alors moi, je vais apporter un petit peu un contre-pied à tout ça. Je vais plutôt parler d'ambivalence. Je ne sais pas si on peut qualifier cela totalement d'une émotion. Peut-être aussi de l'indignité, et autour du sujet qui me préoccupe principalement, c'est un sujet vaste, celui des questions de migration, et à partir des migrations africaines, et notamment à partir du Maroc. Pourquoi ambivalence et indignation? Mais restons sur ambivalence, c'est lorsqu'il s'agit de migration, en fait, on est très souvent dans un rapport très ambivalent à ce que nous voyons dans les images, à la télévision ou autour de nous, et on a l'impression que les migrants sont des personnes pauvres, donc d'un coup les autres sont des expatriés, ou je ne sais pas comment on les appelle, donc on a immédiatement une dichotomie. On a l'impression que certains espaces ne sont que des cimetières, que le Sahara est devenu un immense territoire vide, sans gestion, sans régulation, où toutes les horreurs de l'humanité se déroulent, alors que c'est un système vivant, très normé, et une organisation passionnante, et qui sait aussi prendre en charge la vulnérabilité, en tout cas venir en aide. Ce sont aussi des espaces hospitaliers, que la Méditerranée est un immense cimetière, où échouent des personnes qui sont pulsions de mort. Ça a été signalé par rapport à travaux par Felwine tout à l'heure, alors qu'en fait c'est aussi une magnifique mer de traits d'union, de métissage, d'hybridation. Et donc la question fondamentale, c'est comment tenir en même temps notre devoir d'indignation face à tout un ensemble de violences, et en même temps être, si ce n'est fasciné, mais observateur et accompagnateur des résistances et des résiliences qui se jouent dans ces espaces. C'est très important parce que lorsqu'il s'agit de migration africaine, on est là aussi dans une ambivalence qui devient même quasiment irrationnelle. On a l'impression que l'Afrique est le continent qui migre le plus. Or, statistiquement, c'est le continent qui migre le moins, et de loin. 14% à peu près des migrants sur Terre sont africains. Et le continent qui migre le plus de manière relative, c'est l'Europe.
Les Européens sont ceux qui migrent le plus. Donc on calcule le nombre de migrants sur Terre, c'est-à-dire de personnes qui résident dans un pays qui n'est ni le leur, ils n'en ont pas de nationalité, et ils n'y sont pas nés non plus, la question de la naissance est importante. Ce sont les Européens les plus nombreux, et les moins nombreux, ce sont les Africains. Et quand on compare avec l'Asie, où on a quand même une explosion des mobilités internationales, mais les Asiatiques étant infiniment plus nombreux que les Européens, sans commune mesure, les Européens sont ceux qui migrent le plus, mais les Européens sont peut-être blancs et expats, là où les Africains sont noirs ou basanés, et pauvres et donc migrants. Donc même le mot lui-même, qui est devenu un mot ambivalent, parce que c'était dans les usages, en tout cas dans la sociologie des migrations, ou dans tous ceux qui travaillent sur l'immigration internationale depuis longtemps, le mot migrant, c'était le mot le plus neutre qui soit, qui nous permettait de dire, de sortir du sempiternel, ou de la sempiternelle, dichotomie entre immigration versus immigration, qui était toujours une vision par le haut de l'État, de l'étranger, etc. Migrant, c'est une façon et à l'intérieur, c'était une matrice, on peut le dire comme ça, une typologie en tout cas, qui permettait à l'intérieur de classer différentes catégories de migrants. Aujourd'hui, le migrant, c'est forcément, on a tous une image négative, et quand on dit « je veux aider les migrants », on n'aide pas un médecin français au Mali. On est tout de suite dans l'image plutôt d'un Malien pauvre à Porte de la Chapelle. Donc ça pose tout ensemble de questions. Aussi, sur la question de l'ambivalence, c'est l'idée que nous sommes devenus des sociétés inhospitalières. Non pas qu'il n'y ait pas une frontiérisation en cours, j'en dirai un mot, mais lorsqu'on regarde précisément, on n'a jamais vu autant de solidarité avec les personnes migrantes qu'aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on est dans une géographie, en tout cas dans différentes séquences de spatialisation de ces hospitalités, et aussi on est noyé dans tellement d'images qu'on a l'impression que parce qu'on a été hospitalier pendant une période particulière en Europe avec les Ukrainiens, on est devenu hospitalier parce que ça concerne des populations qui viendraient d'autres parties du monde. Mais c'est plus compliqué entre le propos politique et la réalité. Lorsque les Syriens ont eu besoin d'asile, les politiques étaient très réticents, mais dans les sociétés civiles, il y a eu beaucoup plus d'aide que pourrait laisser transparaître on va dire, le dialogue médiatique ou médiatico-politique. Pareil, l'Europe se sent envahie, alors qu'en réalité, les migrations n'ont pas spécialement augmenté, elles sont stables. Et l'idée aussi qu'il y aurait une frontière qui protégerait des migrations, notamment des migrations africaines. Et là aussi, il y a toute une dramatisation autour des frontières qui est liée à une ambivalence, parce que c'est précisément aux endroits où il y a le plus de murs, de caméras, de contrôle, qu'il y a le plus de circulation. Et que si on reste focalisé simplement sur le dispositif de contrôle, qui est important en lui-même, en fait, on oublie qu'il y a d'abord la circulation. Ça veut dire qu'en fait, le contrôle renvoie à plutôt de quelque chose de plus disciplinaire, si on veut reprendre Foucault, mais j'en dirai un mot très rapidement plus tard. Je ne suis absolument pas spécialiste du Foucault, je suis tout petit à côté de Mathieu sur cette question-là. Mais c'est sûr que si on regarde par exemple quelque chose que je connais très bien, pour y avoir fait pendant presque 18 ans des observations au Maroc, au détroit de Gibraltar, dans Sebsam et Lilia, c'est là où on a vu les murs grossir, les grillages augmenter, etc. Et on a par exemple des caméras dans le système civil espagnol. La Guardia Civil peut regarder en pleine nuit un ballon de football flotter au milieu de la mer Méditerranée, enfin dans le détroit à plusieurs kilomètres. Et donc c'est là où on a mis le plus de contrôle, que pourtant c'est là où passent le plus de gens. Donc la question qui se pose, c'est évidemment la question de savoir si on veut vraiment contrôler les circulations ou si on veut en faire la démonstration ou en tout cas la mise en scène. Et cette mise en scène, elle dit beaucoup de choses parce qu'une autre ambivalence qui peut peut-être envoyer un paradoxe, c'est que, et ça a été signalé ce matin, il y a une grande valorisation de la question de la mobilité. Nous vivons dans un régime de mobilité, nous vivons dans un monde en mouvement. On n'a jamais été autant mobile qu'aujourd'hui. On déménage régulièrement, il suffit d'en faire l'exercice. Nous portons sur nous l'exercice de se remémorer combien de maisons on a habité. Si vous demandez à vos grands-parents, ils n'ont pas habité dans tant de maisons que ça, et que chaque déménagement pouvait être considéré comme un déracinement
déracinement, on est devenu très mobile, on déménage beaucoup, on change de ville, de quartier, de pays, parfois contre son gré, parfois c'est volontaire. On porte sur nous tout un ensemble d'appareils qui nous permettent d'avoir accès à une forme de mobilité, peut-être virtuelle, avec le smartphone, etc. Donc on vit dans un monde très mobile, et pourtant on demande, ou en tout cas il y a une demande de contrôle de cette mobilité. On demande de frontières, on demande d'être plus sévère sur les titres de séjour, sur le regroupement familial. Il y a une demande de plus de répression, parfois même dans certains pays. Et ici, ça crée donc, si ce n'est une ambivalence ou un paradoxe, plutôt une sorte de dialectique entre, pour reprendre cette idée-là, entre celles et ceux qui peuvent jouir de leur mobilité et celles et ceux qui en ont du mal. Et bien sûr, c'est une échelle hiérarchique qui se met en place. Et cette hiérarchisation, évidemment, il y a tout un ensemble de catégories, ou en tout cas de régimes intermédiaires. Et ici, on se rend bien compte que ceux qui ont du mal à être mobiles, ou à ceux à qui on dénie cette possibilité de mobile, sont souvent issus du continent africain. Et à l'intérieur du continent africain, de certains pays ou de certaines conditions sociales. Donc il n'y a pas qu'une dimension racialisante ici, il y a aussi une question de capacité de payer un billet d'avion, d'avoir accès à la vitesse, à Internet, au visa, ça a un coût. Toutes ces choses-là font qu'on voit bien qu'on est dans une sorte de réification d'une hiérarchie finalement sociale et certainement raciale au sens colonial du terme, qui se réifie autour des questions de mobilité. Et c'est là où l'indignation peut-être joue un rôle là aussi ambivalent ou paradoxal. C'est parce que ce que je vous raconte, je ne pense pas que c'est la première fois que vous l'entendez. En tout cas, si c'est la première fois, vous dites, bon, je l'avais ressenti, on le sait bien, on le voit bien, on arrive même à le lire clairement et à l'analyser. Pourtant, l'indignation que ça crée, potentiellement, ça renforce cette hiérarchie. C'est toujours compliqué, c'est-à-dire qu'on est dans une sorte de dispositif, et je conclurai là-dessus, où le fait qu'on s'indigne de trop de contrôle pour certaines populations dramatise la vie d'une minorité et justifie en fait, dans un troisième temps, plus de répression, ou la nécessité en tout cas de prendre en charge. C'est-à-dire que même la question humanitaire de la prise en charge, et il la faut, il ne s'agit pas d'un propos, mais de la prise en charge, par exemple, en Méditerranée, de personnes qui seraient en détresse, en fait, renvoie des images systématiques que les migrants sont forcément racialisés, noirs de peau, très bronzés, qui paraissent pauvres, alors que peut-être qu'ils ont une histoire riche, mais quand on est sur un bateau, on paraît pauvre, quand on traverse la mer et que d'un coup on est en déperdition. Mais n'importe qui, des milliardaires sur leur yacht, s'ils restent 3 semaines en mer, ils ne vont pas paraître au meilleur de leur forme. Donc d'un coup, on présente toujours des corps abîmés, des corps en souffrance, et avec l'injonction de la prise en charge de ces corps-là. Et en fait, ça crée paradoxalement une sorte de rejet, et ça renforce la nécessité pour certains d'augmenter les contrôles. Alors c'est ça ma conclusion, c'est de dire que lorsqu'on est face à des phénomènes comme cela, comment parler de cette réalité sans tomber dans les caricatures. Alors ça, c'est pas facile si j'avais la solution à moi tout seul. Mais ce qui est sûr, c'est que peut-être que parfois faire des pas de côté, parfois regarder plutôt ceux qui tendent la main, ceux qui tissent des liens, ceux qui soignent, c'est ce dont nous avons parlé depuis ce matin, plutôt que ceux qu'on doit prendre en charge comme étant substantiellement les ressortissants de l'aide. Ça permettrait peut-être de comprendre comment la démocratie, ou en tout cas comment le désir de vivre ensemble pourrait évoluer. Par exemple, au Maroc, lorsque on a mis plus l'accent sur les personnes qui aidaient les populations qui étaient étrangères et qui parfois essayaient de passer en Europe, ça a débloqué le débat, je n'ai pas le temps
ici, vous devez prendre ma parole comme parole d'or où je vous réfère mes travaux, ça a débloqué le débat politique, puisqu'il n'était plus question des autres, mais il était question de soi-même, peuple aussi de migrants, peuple de Marocains qui vivent à l'étranger, et qui se doivent aussi, puisque certains se plaignent d'avoir subi le racisme ou le rejet, de prendre en charge ceux qui arrivent chez eux. Et en fait, c'est ça ce qui a débloqué le débat politique, alors que lorsque on était vraiment les caméras centrées sur les grillages de Septa Melilla, sur les corps abîmés, etc., on était dans un autre propos. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour ces deux passionnantes présentations. Peut-être une remarque et trois questions ou trois pistes auxquelles vous avez tout droit de ne pas répondre, que vous avez le droit de ne pas suivre. La remarque qui me frappe, s'il s'agit au fond dans cette journée de définir des lignes de réflexion, des choses à creuser, c'est que le pluriel des émotions est profondément justifié. C'est-à-dire qu'au fond, l'un et l'autre, à l'opposition qu'on pourrait faire d'habitude entre la rationalité ou la sage rationalité des gouvernants et puis l'émotion qui peut saisir le corps démocratique, vous opposez l'idée qu'il y a des émotions. On retrouve presque les théories des passions de l'âge classique, la peur, la honte, etc. Donc il y a une typologie des émotions à construire, il y a là tout un paysage extrêmement différencié à décrire, et que ces émotions sont profondément fluctuantes, réversibles, ambivalentes, susceptibles de s'orienter, d'orienter collectivement le corps démocratique dans différentes directions. Donc ça m'a beaucoup frappé, et je me suis dit qu'il y avait là quelque chose à creuser, à approfondir. De sorte d'ailleurs qu'on aurait du mal à distinguer les affects en affects simplement positifs et en affects simplement négatifs. La ligne ne passe pas forcément à cet endroit-là. À partir de là, moi j'avais trois questions, trois interrogations, trois curiosités. La première, c'est autour de la question de savoir si une politique des émotions est une politique de l'offre ou une politique de la demande. Puisqu'au fond, Mehdi, dans ton propos, il y avait cette idée qu'il y avait une demande de frontières. Bon. Et puis, dans ton propos, Nadine, il y avait quand même aussi l'idée qu'il y avait une production effective, sociale, active de la peur, par exemple, une manière de la susciter. Jacques Rancière disait dans un certain nombre de textes assez frappants que le racisme est fondamentalement un racisme des élites. Il avait une lecture de la société française en particulier, disant que le racisme est activement instigé comme une offre électorale qui construit évidemment en vis-à-vis un certain répertoire de représentation. Donc, offre ou demande, moi ce serait une première question à cet endroit-là. Une deuxième question, ce serait, il m'a semblé que dans les descriptions que vous proposiez, il y avait deux directions possibles pour penser la mobilisation des émotions en démocratie. L'une du côté de la conflictualité. Penser les émotions, c'est penser ce qui vient polariser une démocratie. Et une démocratie, on parle beaucoup depuis ce matin du consensus, de l'être ensemble, d'un certain régime de positivité, mais une démocratie vit aussi du dissensus. Une démocratie, c'est d'une certaine manière d'organiser le fait qu'on n'est pas d'accord, sans pour autant s'entretuer. Donc cette question de la conflictualité, qui est au cœur du débat politique aussi en Europe, je pense aux travaux de quelqu'un comme Chantal Mouffe sur la conflictualité comme ressort de la constitution du peuple politique, elle est centrale. Et à d'autres instances et d'autres choses qu'il était question, c'est plutôt de ce qu'on appellerait l'empowerment, l'encapacitation. Il n'y a pas de bonne traduction, il n'y a pas de traduction agréable à dire que empowerment, donc on va garder empowerment. Cette manière de se constituer comme plus fort, plus libre, plus ouvert, plus joyeux. Donc, ma deuxième curiosité, à cet endroit-là, au fond, comment on articule les passions qui divisent et un certain sain usage peut-être des passions qui divisent, parce que
désigner l'adversaire, désigner celui qui nous fait honte. Ça peut avoir sa force et son utilité, et puis les passions qui rassemblent, qui entraînent, qui ont cet effet d'entraînement et d'élargissement de nos capacités. Puis une troisième remarque peut-être, c'est, il me semble que dans vos propos à l'un et l'autre, se faufilait beaucoup la question de la construction de l'empathie. Au fond, la penser les émotions, c'est aussi penser les conditions sous lesquelles on arrive ou pas à se mettre à la place de l'autre, ou au contraire, à la manière dont on arrive à se blinder. La question de la honte bue m'a beaucoup intéressé, cette idée. En France, il y a un verbe qui a pris cette fonction, c'est j'assume. Vous savez, au fond, assumer, est devenu à peu près synonyme de faites ce que vous voulez, j'en ai rien à faire. C'est une drôle de conception de la responsabilité, mais ça veut dire au fond développer une certaine forme d'indifférence aux émotions qu'on vous renvoie et à l'empathie qu'on sollicite de vous quand on dit tu ne peux pas te conduire de cette façon-là. Donc la troisième curiosité, ce serait au fond autour de cette affaire-là, comment est-ce qu'on construit l'empathie ou comment au contraire est-ce qu'on la conjure, l'empathie, dans une démocratie. Je ne sais pas du tout ce que vous pouvez faire de ça, mais n'hésitez pas. Merci beaucoup, évidemment, pour ces commentaires. Je reviens sur... et probablement aurais-je dû commencer par cela. Pourquoi est-ce que l'émotion elle est fondamentale ? Elle est fondamentale parce que, de manière heureuse ou malheureuse, en fait, l'émotion fonde des classements politiques, des classements économiques, des classements raciaux, des classements sexuels, etc. Et au fond, cette politique au cœur des émotions qui structure des classements, en fait, c'est ça qui nous intéresse. C'est pour ça que j'en parlais à partir de la figure archéologique, non pas comme tout simplement une chose qui est ressentie, mais comme cette masse d'informations que nous avons la responsabilité dont nous avons la responsabilité de constituer les archives. Et au fond, dans ce travail d'archivage des émotions qui traversent la cité, qui travaillent, qui transforment les cités, qui dignifient, qui humilient, qui permettent d'exclure, d'inclure, au fond, c'est moins, au fond, la question de l'ambivalence qui est évidente des émotions. C'est-à-dire que la peur, pendant la pandémie, permet d'organiser la question de la façon dont la société se défend. Donc, et je sais que sur cette question, on en parlait un peu hier soir, enfin, Agamben ou d'autres ont des prises de position, disons parfois un peu étranges, quoi, sur ce qui se joue à partir du moment où on a peur et on doit ressentir cette peur de contaminer l'autre, d'être contaminé par l'autre, et la manière dont finalement cette peur elle est nécessaire, elle est utile parce qu'elle permet. Alors la question, c'est l'investissement. C'est la politique de ce point de vue, et de ce point de vue aussi peut-être à la fois la demande, et je pense qu'il ne faut pas se séparer. Il ne faut pas se séparer l'équilibre de la capacité démocratique, la vitalité de la démocratie. La santé de la démocratie va être dans la capacité à réguler en fait cette équation entre la demande, une demande d'émotions, que ce soit des émotions empathiques, que ce soit des émotions de terreur, etc., et la façon dont cette demande va se traduire par des politiques qui sont des politiques de santé, des politiques migratoires, etc. Donc je pense qu'il faut bien regarder à la fois, et ça demande un travail, je ne suis pas sûre d'avoir une réponse claire, mais ça demande un travail
de comptabilisation, de mesure en fait de cette masse de situations où des gens ressentent des choses et il faut arriver à retracer, à reconstituer ces archives. Je pense que c'est le travail en fait aussi par la fresque, le travail des universitaires de donner raison, de rendre raison à ces mécanismes qui sont à l'œuvre. Et je voulais le dire de façon très claire. Évidemment, il y a deux pôles possibles. C'est Carl Schmitt et au fond l'idée que la conflictualité va distribuer l'espace autour de cette polarité entre les amis et les ennemis, et l'ennemi étant fondamentalement celui qui doit être détruit. Au contraire, la démocratie, et je pensais à cette phrase de Toni Morrison dans L'œil plus bleu que je voulais absolument vous dire. Chacun, je dirais, dans cet espace démocratique qui est aussi un espace d'empathie, chacun seul trouve le chemin de sa maison, enveloppé dans un surcousu de colère, de désir, d'orgueil, de vengeance, de solitude, de souffrance, de défaite. Et chacun vit sur les ourlets, sur l'ourlet de la vie où on essaye de se raccrocher en fait aux vêtements principal. Et dans ce travail-là où on est sur l'ourlet et on doit essayer de se raccrocher au vêtement principal, on a besoin d'être aidé. Et l'État, c'est aussi à cela que servent les politiques publiques, c'est d'être capable de prendre en charge ce besoin, le besoin de l'autre, la souffrance, etc. C'est la démocratie plus que n'importe quel autre régime, et la République qui constitue les meilleurs moyens de vivre en paix, de vivre en fait dans cet œil plus bleu, de vivre aussi de porter sa souffrance et de rentrer chez soi, de vivre avec les autres et de continuer. Je dirais bien plus que n'importe quel game in town, je dirais. Voilà. Merci beaucoup Nadine. Alors évidemment, en 3-4 minutes, impossible de répondre. Oui, je n'avais pas remarqué que le compteur de temps non seulement tourne, mais change de couleur au fur et à mesure qu'il tourne. Là, il est actuellement rouge vif. Vous ne le voyez pas, mais nous sommes effrayés. Exactement. Je pense que tu parlais d'assumer. Je pense qu'en fait, par rapport aux questions migratoires, et je ne parle pas de l'Europe, moi je parle de ce que je connais le mieux, même si je connais très bien ce qui se passe aussi en France ou en Europe, je pense qu'on n'assume pas. Enfin, au Maroc, les autorités n'assument pas lorsque on découvre qu'un policier a tabassé une personne, ou lorsque on ramasse les cadavres d'enfants ou de jeunes mineurs de 15 ans qui ont tenté de traverser l'Atlantique pour partir toujours plus loin de ces murs. On n'assume pas. Personne n'assume. On essaie de justifier, on trouve des narratifs, comme on dit, enfin des récits pour pouvoir essayer de justifier. Mais si justement on essaie de justifier, c'est parce qu'on n'assume pas. Et personne n'a dit non, mais je fais ce que je veux. Il n'y a pas si longtemps, on avait un chef de l'État, le roi Hassan II, qui disait chacun a le droit à son jardin secret. Et donc, pour parler de prison et de torture, on n'est plus du tout dans ce Maroc-là. Et d'ailleurs, dans beaucoup de pays d'Afrique, on n'est pas dans cette Afrique-là. Et le peu de fois où certains dirigeants se sont risqués à ça, la réponse d'une partie de la société civile populaire était assez sanglante. Je pense qu'on n'assume pas, que ce soit pour l'immigration ou autre chose. Je pense que on est rentré dans un monde où peut-être on l'a toujours été, mais on le percevait moins bien, dans lequel la violence pour la violence est devenue insupportable. Je pense que ça a toujours été le cas. Sur la question migratoire, c'est justement ni une politique de l'offre, ni une politique de la demande, parce que les mêmes qui demandent plus de murs sont ceux qui demandent le plus de visas. Il y a quelque chose qui est un peu paradoxal. Il y a eu une fâcherie très forte entre le Maroc et la France pour aussi, il faut le dire, un délire de l'idée que le Maroc ne réadmettait plus, mais c'était pendant la période de Covid dont on a parlé, donc il n'y avait plus de toute façon de voyage, des gens qu'on devait expulser, donc d'un coup on a diminué de moitié les visas pour les Marocains, mais ceux qui, et c'était intolérable la manière dont ça a été fait, mais ceux qui se sentaient le plus visés, c'est ceux qui justement avaient le plus de facilité d'accès aux visas pour aller en France.
C'était pas les Marocains les plus modestes qui de toute façon vont même pas aller faire la queue parce qu'ils savent que ça leur est interdit. Donc c'est toujours ce paradoxe. C'est pareil sur la question. Le Maroc a été incubateur de ce qu'on appelait avant l'OUA, l'Organisation de l'Union africaine. Il y a eu la conférence de Casablanca. Le Maroc a toujours été très proactif dans l'Union africaine. Puis on est sorti pour des raisons historiques et en voulant revenir dans l'Afrique, c'est qu'on a l'impression que c'est par le haut. Mais comment dire, le Maroc veut revenir dans l'Afrique. Et beaucoup de citoyens marocains trouvent ça formidable, mais je veux pas d'Africains chez moi. Je veux être dans l'Afrique, mais je suis arabe. On parlait d'ambivalence, il y a des choses ça ne fonctionne pas. Et les gens n'assument pas cette position. C'est-à-dire que c'est à la fois une politique de l'offre et une politique de demande, mais en fait, il n'y a pas de bonne réponse à ça. Alors, sur la question de l'empathie, alors là, je pourrais en dire beaucoup de choses, que je m'y intéresse beaucoup, mais j'ai pas le temps. Mais c'est vraiment la capacité à se reconnaître dans l'autre qui fait à chaque fois la bascule. Et parfois, l'autre, c'est pas forcément le nécessiteux ou celui qui nécessite assistance. C'est parfois celui qui aide. Ah bon, mon voisin, il aide, mon voisin a pris une position, parce que là, on est dans la question de la démocratie substantive, et donc il fait vivre quelque chose, un vivre ensemble dans la cité. Peut-être que c'est mon devoir aussi, moralement, de faire la même chose. Et là-dessus, il y a, je pense, une piste féconde d'observation et d'analyse. Il nous reste très exactement 1 minute pour une question et une réponse. Qui se risque ? Tanela. Merci beaucoup. Ma question s'adresse à Nadine. C'est au sujet de l'exemple de ces femmes qui se mettent nues. C'est parce que c'est un exemple qui est bien connu, en tout cas dans beaucoup de pays africains, en Côte d'Ivoire en particulier. Et je me pose la question de savoir si réellement les bourreaux ou ceux à qui le fait justement de marcher nus dans une rue s'adresse, si ces personnes-là voient et ce geste et entendent cela. Il me semble pour ma part que justement c'est les autres qui sont scandalisés, parce qu'on a connu cela en Côte d'Ivoire dans les années 2000. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses. Merci, merci Tanela. C'est très frappant, parce que je pense qu'il y a aussi un enjeu de temporalité dans ce répertoire de protestation, parce qu'on sait que dans l'époque, disons, précoloniale, il y avait une puissance dans le fait de ce corps dénudé. C'était un mécanisme pour faire pression sur les ordres politiques traditionnels. Et c'était en fait l'instrument ultime. C'était ce corps qui était un corps, puisque c'était un corps dévitalisé, c'est le corps des femmes très âgées qui ne peuvent plus donner la vie. Et donc, c'est des corps qui sont chargés d'une puissance cosmique qui agit sur ceux qui le regardent. C'est pour ça que lorsque les femmes, les Takembeng au Cameroun, dans la partie, c'est ce répertoire qui est revenu avec la crise anglophone, lorsqu'on a vu des morts s'accumuler, à un moment donné, les mamans sont sorties et se sont dénudées. Et j'étais frappée en fait par la réaction des gendarmes. Parce qu'on sait qu'on n'a pas le droit de voir le corps d'une Takembeng. Donc quand elle sort et elle se dénude, les hommes se retournent. Les hommes se retournent, elle marche, et jusqu'à ce qu'elle soit sortie du champ de l'espace public, les hommes n'ont pas le droit de lever la tête. Donc il y a cette espèce de violence, et on a vu comment, pendant la crise anglophone, on a tout à coup à la fois ces corps féminins qui étaient filmés et les jeunes gendarmes qui probablement venaient pas nécessairement de cette ère culturelle et donc n'avaient pas nécessairement la mémoire de ce que veut dire le corps d'une grand-mère qui est dénudée comme ça et qui regardait et qui riait parfois, qui filmait. Et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'extrêmement difficile
dans le rapport à la violence d'État. Et pour moi, c'était véritablement ces jeunes, en fait, ces jeunes corps habillés qui étaient au fond déconnectés d'une cosmogonie qui a été agissante puissamment, et il y avait quelque chose de l'ordre d'une déconnexion entre ces femmes qui crient leur détresse et ces gendarmes qui sont chargés de les renvoyer en fait dans leur cuisine. Je trouve que ça exprime aussi finalement la question de la violence d'un régime qui ne voit plus, qui boit en fait, qui boit la honte au fond. Qui l'avale dignement, voilà, et qui continue en fait avec. Enfin, je sais pas si, mais je crois qu'il y a vraiment ces deux temps, le temps colonial, avec aussi, donc disons, ce registre qui est très puissant, et les régimes actuels, le régime politique camerounais actuel, qui voilà assume que les femmes puissent se promener nues sans problème. Faire en sorte que la violence ne soit pas ne nous devienne pas indifférente. Voilà ce qu'on pourrait retenir à titre de mot d'ordre et de programme de travail. Je vous remercie infiniment l'un et l'autre pour vos interventions, et sans plus attendre, je laisse la parole à Yasmine Chami pour un keynote.